Bonjour, je suis Virginie Rigaud, je suis pédiatre en néonatologie à l'hôpital Necker Enfants Malades et dans le cadre de ma fonction de médecin responsable du Lac-Thériault Régional d'Île-de-France, je vais essayer de faire un focus pour ce MOOC sur la santé environnementale, sur pollution environnementale et allaitement maternel. Alors en introduction, je voulais tout d'abord souligner que l'allaitement maternel reste la meilleure alimentation, le gold standard pour le nouveau-né et le nourrisson et qu'il est recommandé jusqu'à 4 mois révolus et bien au-delà. Quels sont pour autant les risques vis-à-vis d'un nouveau-né allaité et de la pollution atmosphérique? Il peut y avoir une toxicité directe qui peut être liée à finalement l'exposition de la maman qui va transmettre du coup un polluant dans le lait qu'elle produit et puis un effet à plus long terme via un effet épigénétique ou éventuellement une substance transférée par le lait de mère pourrait modifier, on va dire, l'expression de certains gènes, favoriser ainsi par exemple l'autisme, l'hyperactivité, l'obésité et des troubles de la reproduction. Alors le lait de mère, ça peut être en effet une source de contamination. C'est la matrice préférée de beaucoup de chercheurs pour étudier les polluants. Pourquoi? Parce que son prélèvement est non invasif, il est facilement accessible, l'extraction des POPs est efficace et il existe une très bonne corrélation entre la concentration lactée et la charge corporelle maternelle. Sur ces deux schémas, sur une publication très récente de 2020, on peut voir du coup les concentrations de différents polluants dans le lait de mère et finalement leur persistance et leur concentration relative l'un par rapport à l'autre. C'est vraiment un article que je conseille à tous de lire. Il a vraiment une vision très objective de la situation. Alors, le passage des polluants dans le lait de mère, est-ce une réalité? Quelques données de pharmacologie. Le transfert des xénobiotiques du lait de la mère vers l'enfant, il est possible. Il est possible pourquoi? Parce que la mère va manger des aliments éventuellement contaminés, être soumis à un environnement éventuellement contaminant et il peut y avoir une accumulation du coup de ces xénobiotiques dans son lait qui du coup vont être ingérés par l'enfant qui va avoir après un certain degré de biodisponibilité de ces contaminants. C'est quelque chose qui est valable pour les médicaments et on peut faire un parallélisme avec les xénobiotiques. Le passage des xénobiotiques dans le lait va se faire essentiellement par diffusion active et passive. Et il va y avoir un phénomène très important qui est finalement la lipophilie de ces xénobiotiques puisque le lait est un vecteur riche en graisse et ce va être évidemment les xénobiotiques les plus lipophiles qui auront le plus de facilité à passer dans le lait et à être transférés. Petit rappel du coup sur ce taux de transfert des polluants dans le lait maternel, il va dépendre donc de la concentration plasmatique maternelle du polluant, de la liposolubilité de ce polluant, du temps de demi-vie avec le taux de lésion protéique. Plus il y aura une demi-vie longue, plus il y aura un risque d'accumulation et d'exposition. Poids moléculaire aussi a un effet très important puisque les grosses molécules ne vont pas pouvoir passer. L'exposition peut être aiguë ou peut être chronique et il faut faire attention donc à ce phénomène d'accumulation. Lorsque le contaminant est absorbé par l'enfant, plusieurs paramètres donc vont être pris en compte pour calculer l'exposition et la concentration du coup chez l'enfant va dépendre aussi de la constante d'élimination de ce polluant qui lui va être lié à la gestationnelle de l'enfant, à ses capacités métaboliques, hépatiques et rénales et éventuellement des pathologies intercurrentes. Et donc du coup sur cette notion-là apparaît la notion de prématurité. Après, il y a la notion de stockage dans le lait. Cette notion de stockage dans le lait va être plus élevée pour les CPB et d'autant plus élevée que la femme est plus âgée, qu'elle va être primipare, que la femme est tabagique et qu'elle consomme régulièrement, par exemple, des poissons, des viandes riches en graisse et éventuellement si c'est associé aux boissons alcoolisées, sachant que normalement, l'alcool n'est pas recommandé en situation d'allaitement maternel. Plus la femme allaite longtemps, plus le taux de dioxine de métaux lourds va diminuer. Il y a un phénomène d'élimination et donc le plus exposé va être finalement le primo-allaitant.
La précarité peut exposer à certaines toxiques environnementales et du coup, eh bien, nous allons les voir dans une diapositive suivante. Et les circonstances péjoratives, accumulation dans le lait, demi-vie d'élimination longue, sont des facteurs à tenir compte. Du coup, le calcul de l'exposition chez l'enfant allaité peut être réalisé en tenant compte des données de consommation. Et cette consommation, ça va être le volume quotidien de lait bu par l'enfant et des données de contamination du lait. Et donc, on peut multiplier donc, cette contamination par la consommation que l'on va diviser par le poids corporel. Ça va nous permettre d'avoir un indicateur qui est de comparer aux limites fixées par l'OMS pour pouvoir savoir un petit peu où on se situe par rapport aux valeurs médianes, par rapport aux valeurs risques, par rapport au seuil. Donc, sur cette diapositive, vous avez la définition de la toxique équivalente facteur et de l'index de toxique équivalente quantity, on va dire, de données que vous retrouverez fréquemment dans les articles qui abordent le problème de pollution environnementale et alimentation, ingestion, etc. On peut évaluer aussi via la dose journalière hebdomadaire admissible par rapport à la dose journalière hebdomadaire tolérable. Ce sont aussi deux notions qu'il faut connaître pour pouvoir mieux interpréter les articles sur le sujet. Alors, maintenant, le vif du sujet, quels polluants sont retrouvés dans le lait de mer et quels sont les risques? Toujours sur des données de la littérature, on espère les plus récentes, mais ce sont des sujets sur lesquels il faut régulièrement relire pour avoir les données les plus récentes. Ici, vous avez l'évolution des taux des POPs dans le lait maternel, une étude menée en Suède entre 1972 et 2007 qui montre que la Convention de Stockholm de 2004 a permis d'une diminution vraiment drastique de la quantité des POPs dans le lait de mer. Donc ça, c'est vraiment un phénomène majeur qui montre que quand on a une action à l'échelon national et même là international, on peut avoir un bénéfice. Et là, le bénéfice direct, c'est sur la qualité du lait de mer. Sur cette étude, donc, on voit les teneurs de différents POPs dans le lait maternel selon les pays et on peut voir du coup qu'il y a des fluctuations d'un pays à l'autre liées essentiellement aux données alimentaires et au régime alimentaire de ces populations. Pour la dioxine, l'exposition peut se faire par les sols pollués, par le transfert dans l'alimentation. On a une cinétique d'élimination qui est relativement plus rapide chez l'enfant que chez l'adulte. Et le passage dans le lait est excellent. Et on retrouve les dioxines avec la même concentration dans la fraction lipidique du lait que celle donc des autres liquides biologiques maternels et tissus. Et elle va diminuer progressivement en parallèle avec les autres éliminations des taux sériques. L'exposition de la population générale, c'est une médiane qui est évaluée à 1,3 picogrammes TEC par kilo et par jour, avec un 95e percentile à 2,6. Le nourrisson allaité, du coup, on retrouve des concentrations relativement élevées, comme on l'a dit, dans le lait. Et si l'on les rapporte au taux de matière grasse et à la consommation quotidienne, eh bien, on retrouve des taux relativement élevés. Pour autant, malgré cette exposition plus importante au PCB et au dioxine dans le lait maternel, le développement cognitif des enfants reste largement meilleur lorsqu'ils sont allaités versus non allaités à 18 mois, 42 mois et 6 ans. Donc ça, c'est un phénomène important. C'est-à-dire que certes, on a des données biologiques, mais il y a plein d'autres données cliniques qui prouvent que l'allaitement maternel est un facteur favorisant le développement et que même si l'on retrouve un peu plus de dioxine et de POPs, eh bien, on a quand même un bénéfice en termes de développement. Alors, il y a des grosses inégalités d'exposition sur la planète et cet article permet de montrer les régions plus à risque que d'autres. Cette variabilité géographique, elle permet quand même de dire que vis-à-vis des PCN, on est à des taux inférieurs aux taux toxiques et inférieurs aux taux acceptables pour le DTT, que l'exposition in utero est un facteur très important, d'où cette collaboration obstétrico-maïotique pédiatrique pour informer les mères dès la période anténatale et que l'allaitement maternel reste, on va dire, dans la balance bénéfice-risque, un atout pour l'enfant alimenté. Alors, les métaux lourds, eh bien, ils sont stockés dans le corps de la mère allaitante et ils peuvent être libérés progressivement. Vous avez donc sur cette diapositive les concentrations retrouvées dans le lait maternel et ces concentrations vont être variables en effet d'une région à l'autre et vont éventuellement prédominer sur les régions qui sont fortement consommatrices de poissons gras.
Quand on parle de la situation de précarité, c'était un facteur de risque par rapport au risque d'exposition. Il va concerner quoi? Il va concerner éventuellement le plomb, avec des concentrations dans le lait qui sont inférieures aux concentrations dans le sang et qui vont être inférieures du coup globalement au taux à risque. Et du coup, les recommandations du Haut Comité de santé publique sont de ne pas contre-indiquer l'allaitement maternel, sauf si on avait une plombémie maternelle au-delà de 400 microgrammes par litre. Donc même une mère allaitante dans des conditions défavorables de précarité, il faut bien évidemment valoriser l'allaitement maternel avec un bénéfice supérieur, sauf si on a une plombémie maternelle très significativement élevée. Pour ce qui est du monoxyde de carbone, la problématique est plus l'inhalation par les voies respiratoires. Il n'y a pas de surexposition par rapport à l'injection de lait maternel. Pour les gaz d'échappement, ils vont s'accumuler dans le lait. Par contre, la surexposition n'a pas été démontrée. La concentration de certains de ces polluants type benzène, toluène dans le lait est bien corrélée aux concentrations atmosphériques, mais l'exposition de l'enfant reste largement supérieure par les conditions atmosphériques et le lait n'apporte pas de risque supplémentaire. Pour les pesticides, eh bien, les recommandations de l'AFSA concernant la limitation de l'exposition et une étude antillaise montre que malgré tout, le développement des enfants allaités, même dans des zones où il y a eu une utilisation extensive de certains polluants pour des cultures intensives, le développement de ces enfants allaités était largement supérieur aux enfants non allaités. Donc on reste sur une note finalement complètement avec une balance bénéfice-risque qui va en faveur de l'allaitement maternel, quels que soient ces polluants. Pour conclure, il faut donc poursuivre la promotion de l'allaitement maternel. Le bénéfice de l'allaitement maternel dépasse largement les risques de cette contamination via le lait maternel, sauf en cas éventuellement de contamination extrême aiguë. Et je pense qu'à ce titre-là, il faut être vigilant par rapport aux différents incidents aigus qu'on peut avoir eus, comme avec certains problèmes dans les usines, ou voire par exemple un incendie très récemment dont on a abordé, par exemple l'incendie de Notre-Dame, mais pour lequel on n'a pas retrouvé de surcoût de plomb dans le lait maternel. La prévention, c'est sensibiliser les populations, mais sensibiliser aussi le gouvernement. Il faut promouvoir la recherche avec des surveillances épidémiologiques qui doivent se poursuivre afin d'évaluer à long terme les effets de ces substances, même à des très faibles doses, parce que c'est important, parce que ces nouveau-nés restent des sujets vulnérables, comme on l'a dit, en pleine phase de développement. Et puis, il faut savoir que, là encore une fois, il existe des polymorphismes génétiques avec différents métabolismes et chaque individu n'est pas sensible de la même façon, que ce soit la mère ou l'enfant allaité. Donc, l'exposition via le lait maternel, ça concerne surtout le DTT, l'HCB et les PCB. Il y a de nombreux facteurs qui vont influencer la concentration lactée, l'indice de masse corporelle maternelle, sa situation géographique, mais aussi les méthodes de dosage. Il y a l'effet aussi des congénères indétectables, l'âge de la lactation et la parité dans la lactation, on va dire, est-ce le premier, le deuxième ou le troisième enfant allaité. L'intérêt de l'allaitement maternel est largement supérieur au risque et l'on peut donc du coup sur les 2 dernières diapos délivrer quelques home messages de prévention qui concernent l'ensemble de l'exposition et qui sont des bonnes pratiques habituelles. Minimiser le risque de pollution vers le lait maternel, c'est laver, éplucher soigneusement les légumes, adapter la consommation des produits laitiers, éviter les poissons gras de fin de chaîne, préférer les petits poissons gras de début de chaîne qui, eux, vont être riches en acides gras polyinsaturés qui ont un rôle vraiment majeur dans le développement neurologique de l'enfant. Préférer les produits qui sont donc en début de chaîne, quel que soit le type d'alimentation concernée. Éviter les pertes de poids importantes des mamans durant l'allaitement maternel, car elle va libérer là tous les toxiques qui sont stockés dans ces graisses. Éviter de fumer et de consommer de l'alcool, limiter l'utilisation de produits domestiques non labellisés, éco-labellisés et l'utilisation évidemment de pesticides, insecticides, herbicides, fuir la proximité des décharges, des usines d'incinération et des déchets et éventuellement envisager pour une mère qui allaiterait, qui serait exposée à un environnement à risque toxique, eh bien de changer
de poste. Et pour cela, il y a donc des directives de février 2011 vis-à-vis donc de la médecine du travail pour permettre à ces mamans d'avoir une réorganisation de leur poste de travail pour que durant l'allaitement maternel, elles puissent ne pas exposer leur bébé. Voilà, et donc cette diapositive, elle résume l'ensemble de la situation. Ça reste le meilleur aliment. Il y a peu d'effets indésirables qui ont été décrits. Il y a un rôle surajouté de l'exposition in utero. La balance bénéfice-risque reste avant tout sur l'allaitement maternel. Et il faut avoir à l'esprit que l'allaitement maternel garde un effet protecteur des enfants vis-à-vis de tout un tas d'autres risques, dont principalement actuellement, élément d'actualité, la Covid. Voilà, merci.